Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Kétani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Avec son grain de beauté au confluent des sourcils, la source qui la désaltérerait demain au paradis, avec ses yeux de la couleur des murs gorgés de soleil, avec son arbre de vie à 7 branches tatoué sur son avant-bras au bleu de méthylène, avec son chambir noir frangé, avec sa hassaria aux manches amples où j'enfouissais délicieusement ma tête, avec sa fibule agrafée entre les seins, avec ses bracelets et ses jamblés qui tintaient à chaque mouvement, avec sa taille menue et ses attaches fines, ma mère sent le grand air et la fleur sauvage. Elle a grandi entre les méandres d'un oued caillouteux, bordé de lauriers roses, au pied de collines nues et impressionnantes de silence, de falaises bleues ardoises, de coteaux parfumés de thym et de romarin. Elle a gardé des chèvres folles qui ne finissaient pas de la faire courir et jurer. Le soleil de craie, cynique et implacable, la mordait à la nuque, taraudait ses frêles épaules, et la terre, âpre et épineuse, griffait ses pieds, ignorant des chaussures. Elle a connu des sources limpides, tapies, au fond des ravins où elle s'attardait goulûment, couchée sur le ventre. Elle s'est battue avec des bergers irrespectueux. Elle a pataugé dans le ruisseau avec ses cousines, la robe remontée au nombril. Elle a joué aux petits cailloux, à l'ombre des azeroliers et à cache-cache derrière les figuiers de Barbarie. Elle a fait des fagots au long des haies et ramassé la bouse de vache sur les sentiers à pleines mains. Elle s'est accrochée aux buissons pour cueillir la capre qu'elle allait ensuite vendre au village à des marchands, maîtres de leur prix. Elle dissimulait ses maigres économies dans la panse d'une cruche oubliée, et quand le colporteur passait avec son âne fabuleux, elle se payait des coquetteries de fillettes, des rubans, des broches, des bagues en celluloïd. Telle a été ma mère en son enfance, si enfance il y eut. En tout point semblable à ses cousines, peu vêtue, mal nourrie, mais vive et endurante. Le douar des Avinculaires était situé dans une anse étroite de la vallée Sidi Ali, volontairement coincée par l'administration coloniale entre l'Oued et le Jorf, falaise abrupte, monumentale mitre d'évêques, et dans les hauteurs nichées des ramiers, constamment en butte à des éperviers silencieux, tandis qu'à la base grouillait une faune reptilienne que des pointes caniculaires poussaient vers la fraîcheur des jardins et des maisons. Sur le sommet oriental, l'un des ancêtres, le très vénérable Ammar, sur sa tête la tribu donnait sa parole depuis des générations, avait élevé de ses mains une korraba, mausolée miniature, afin de conjurer les mauvais génies de la falaise qui pourraient ensevelir sa descendance sous quelque éboulement traître. À la veille des moussem, de vieilles femmes,
entreprenait héroïquement l'ascension de la falaise, décrivant des lacets, s'aménageant des poses contemplatives à chaque palier. Parvenues à la cime, elles encensaient le sanctuaire, allumaient une bougie et s'épanchaient dans l'oreille de Sidi Ammar. Si l'ancêtre Ammar faisait le guet sur son python, Sidi Ali, le saint en titre de la vallée, veillait au bord de l'Oued où se dressait sans couverture son mausolée. La tribu s'était échinée pour le doter d'une toiture digne de son rang. Mais, ajustée un jour, la toiture était à terre le lendemain, mystérieusement démantelée, tuile par tuile, par des ouvriers clandestins, extraordinairement habiles. Visiblement, Sidi Ali ne voulait pas de couverture. Perplexité, embarras, inquiétude. N'était-ce pas là le signe de quelque calamité future? On interrogea les sages et les devins qui n'apportèrent pas de réponse à l'énigme. Puis, on se remémora la vie du saint, et la lumière jaillit des ténèbres. Sidi Ali, de son vivant, était tout sauf un frileux, et il lui arrivait fréquemment de parcourir les collines nu comme un ver. Alors pourquoi, s'il vous plaît, s'acharnait-on après sa mort à vouloir le priver de grand air? Mieux valait ne pas trop le contrarier et renoncer définitivement à la pose de la toiture. Depuis, on l'a appelé Sidi Ali le dénudé. Ma mère l'invoquait souvent. Prête-moi ta plume. Ta mère t'avait dit, demande ce soir à ton père. Il a répondu non, évidemment, comme pour Scooter. T'as eu beau plaider, tes copines l'ont déjà depuis longtemps. Le téléphone dans ta chambre, c'est non. Tu quittes la table en hurlant, vivement que t'es 18 ans. Ça y est, ton père s'énerve, t'as gagné, tu peux être contente. Avec ta mère on se serre la ceinture toute l'année. Et mademoiselle en plus voudrait une ligne privée. Tu claques la porte de ta chambre couverte d'autocollants. Tout notice sur des hôtels accrochés à la poignée. Tu sors de sa cachette ton journal intime, aussi bien planqué qu'un livre de Fion dans la piole d'un garçon. Derrière la couverture, genre David Hamilton, tu racontes entre deux larmes qu'un jour tu vas fuyer. Tu sors d'une autre cachette un paquet de cigarettes hyper light mentholé que tu fumes à la fenêtre. Mais il y a Ludovic et il t'aime et tu l'aimes. Ça fera 1 an dans 10 mois que vous sortez ensemble. Et même s'il a tellement de boutons qu'on dirait un clafoutis, tu peux trop rien dire. Des boutons t'en as aussi. Mais t'es jolie, hein, t'es jolie. Vendredi dernier que ta vie a basculé, t'avais dit à ta mère que tu dormais chez Stéphanie. Manque de bol, Stéphanie a appelé. Elle voulait savoir ce que tu faisais pour la soirée. Vers 5h du matin, quand t'es rentré sans bruit. Surprise, tes parents t'avaient attendu toute la nuit. Ils ont remarqué tout de suite que t'étais plus la même. Ta mère a pleuré, ah, ma fille est une femme. Bizarrement, ils t'ont paru moins vieux, mais toujours aussi bons. Pas question de pleurer devant eux. Ta mère a demandé, t'as pris tes précautions. Ton père a crié, mais il s'est tapé ma fille, ce petit con. Il a fallu vous mettre
à deux pôles désarmés. Il était encore furieux, mais parlait plus d'émasculé. Pour penser à autre chose, il a rangé 3 fois le garage. Il a tondu le jardin et celui des voisins. Entièrement livré à la discrétion de la route départementale qui serpentait à flanc de coteau, le douar était recroquevillé sur lui-même comme dans l'attente d'un danger imminent. C'est de cette route précisément que les tirailleurs de la coloniale, pilotés par le garde forestier, braquèrent leurs mitrailleuses sur les petites maisons aux murs crépis de terre et grivelés de bouses de vache dans la semaine qui suivit le 8 mai 45. Entre les maisons et l'oued, que les pluies torrentielles rendaient tumultueux et voraces, une étroite ceinture de jardins morcelés de génération en génération servait d'aire protectrice. De l'autre côté de l'oued, jusqu'à la route goudronnée et au-delà, s'étiraient en pente douce les terres en friche et coulait la fontaine du douar. C'est là que l'un des cousins de ma mère, fatigué de la promiscuité du douar, avait un jour construit une maison de pierre sans demander l'avis de quiconque, et malgré l'opinion contraire des siens qui appréhendaient une réaction brutale de l'administration. Mes cousins, je n'empiète sur le bien de personne, c'est la terre du bon Dieu. La charrue l'ignore, et il n'y pousse que le thym, le romarin, les cailloux et les escargots. Je n'empiète sur le bien de personne. Tous tant que vous êtes autour de moi, vous devez me suivre, passer l'oued et bâtir une maison sur la terre du bon Dieu. Nous sommes encaqués dans notre trou, les uns assis sur le nombril des autres. Ce n'est pas une vie, alors que la terre du bon Dieu est vaste autour de nous. La falaise joue du tam-tam sur nos crânes, et l'oued nous tripote les orteils. Je vous dis que ce n'est pas une vie. Nous n'avons même pas une passerelle pour traverser les eaux en hiver. Nous sommes des êtres humains. Nous avons, nous aussi, le droit de respirer. Et puis, nous ne brimons personne. C'est la terre du bon Dieu. Voilà ce que l'oncle intrépide dit aux siens, pusillanime et résigné avant d'aller bâtir sa maison sur le terrain communal, sans demander l'avis à personne. Il transporta les pierres et le sable de l'oued dans un panier et maçonna sans l'aide de personne. Les siens ne tenaient pas à avoir des ennuis avec le caïd, qui ne se présenta encadré de 2 de ses suppôts qu'une fois les murs bien hauts. Il essaya pathétiquement de leur faire prendre conscience de sa vie de misère, en leur rappelant qu'il était un musulman comme eux, leur frère en Allah et en Mohammed. Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils ne s'étaient pas dérangés pour cueillir ses doléances ou pleurer avec lui sur son sort, mais pour sanctionner un manquement à la loi. Et c'est ainsi que l'oncle fut contraint d'abattre ses pans de mur et de réintégrer le gourbi des origines où les siens composaient avec le sort, peu réjouissant certes, mais contre lequel, n'est-ce pas, il serait sacrilège de se révolter puisqu'il est le fait du Tout-Puissant, le clément, le miséricordieux, qui comble de richesses qui il veut
et accable de misère qui il veut. Prête-moi ta plume. Les avinculaires ne possédaient ni terre ni cheptel, tout juste une poignée de chèvres et de brebis, plus un âne, et dans le meilleur des cas, une vache, un mulet et un lambeau de terre ingrate sur les collines de Tabbacha. Ils cultivaient dans leur jardin de poche des courgettes et des oignons, et ils attendaient la moisson pour aller couper les blés de leurs riches voisins, moyennant un misérable salaire de journalier qui leur apporterait de quoi acheter du café, du sucre et un peu de tabac. Les descendants directs de l'ancêtre vénéré, partis depuis longtemps du douar, possédaient par contre de vastes domaines agricoles, mystérieusement acquis par le fils du saint homme, qui s'était, disait-on, lié d'une profonde amitié avec un colon d'une générosité peu commune, car, à en croire la légende, le merveilleux Romi, avant de mourir ou de partir, céda pour rien à son ami algérien la totalité de ses terres, des centaines d'hectares répandus à travers toute la région. Prête-moi ta plume. Ma mère n'a pas beaucoup connu son père, mort prématurément. On le disait bel homme, avec le front nimbé des bienheureux. On l'appelait Siali, car il savait par cœur au moins 3 chapitres du Coran. Quand il monta au paradis chez les Houris, c'est une certitude pour ma mère. Mon grand-père laissa ici-bas, à la grâce du Seigneur, par veuve interposée, usée jusqu'à l'os, 6 mioches faméliques de 3 lits différents. Les jours déjà gris s'assombrirent encore, et ma mère se souvient de sa faim et des larmes d'impuissance de sa mère. C'est à cette époque que l'aîné des garçons, Abdallah, dut malgré son jeune âge affronter le dur et amer chemin de l'exil. Il n'avait pas de quoi traverser la mer pour aller en France, ni de quoi prendre le train pour atteindre Alger. Cependant, il arriva à Alger. Il avait coupé à pied à travers les montagnes, les oueds et les ravins. Le voyage avait duré plusieurs jours. Il devait le refaire pour faire l'économie d'un billet de 3e classe. En tant que manœuvre, l'oncle ne gagnait que 3 fois rien.
Comment aurait-il fait pour aider sa famille sans consentir des sacrifices personnels? Ma grand-mère mourut d'épuisement et de soucis. Mes tantes se marièrent dès l'âge de 12 ans, l'une après l'autre. Mon second oncle devint berger, en attendant que son frère lui procurât l'argent du voyage pour aller travailler en France. Les deux frères finirent par se retrouver en France et la situation de la famille s'améliora peu à peu. On acheta un lopin d'une terre calcaire à bon marché et on élargit l'habitat trop exigu pour loger les deux frères à présent mariés, ainsi que le mulet et la vache. Prête-moi ta plume.
À la mort de sa mère, ma mère était encore une enfant. C'est sa belle-sœur, une femme affectueuse et sans enfant, qui s'occupa d'elle. Son frère Abdallah la traitait avec délicatesse, malgré sa turbulence. Ma mère lui vouait une admiration sans bornes. Il mourut dans la force de l'âge, et elle ne se consola jamais de sa perte. Ma mère nous parlait longuement de notre oncle avec de profonds soupirs déchirants. Sa voix vibrait. Elle déplorait la rigueur du sort qui l'avait fauché comme une moisson encore verte, et pourtant combien prometteuse. Elle l'appelait le défunt mon frère, et disait que c'était un homme, un vrai homme, comme on n'en fait plus de nos jours. Allah lui avait donné la parole, le courage et la générosité. Par ses qualités, il ne suscitait pas seulement la jalousie de ses cousins, mais aussi celle des djinns. Les djinns importunèrent mon oncle sa vie durant. Périodiquement, il lui lançait des défis de combat au corps à corps. Mon oncle les relevait. Les rencontres de véritables pugilats avaient lieu au bord de l'Oued. Les adversaires étant d'égale force, elles se prolongeaient jusqu'à l'aube, avec comme seuls témoins les étoiles et les grenouilles insomniaques. Le reste du temps, les djinns s'amusaient à lui faire peur en lui entravant la route sous les aspects les plus inattendus. Ainsi, une nuit, il rencontra sur son chemin un cadavre dans un linceul blanc. Mon courageux oncle ne prit pas la fuite devant cette apparition, à la fois saugrenue et peu rassurante. Il souleva un coin du linge du mort, lui cracha tout bonnement sur le visage, puis lui parla. « Écoute, vieux, tu ne crois pas que tu perds ton temps me collant aux fesses? Tu as mieux à faire là-bas avec ton frère Iblis et les mécréants de ton acabit. Moi, je suis musulman, et je dis « Ashhadu an la ilaha illallah wa inna Muhammadan Rasulullah » et puis je te préviens que tu ne me fais pas dresser les cheveux sur la caboche. Des vertes et des pas mûres, j'en ai vu, mon petit, dans ma vie de paria. Allez, bonsoir chez toi. » L'oncle cracha une seconde fois sur le Maccabée, lui envoya un grand coup de pied dans les côtes, l'enjamba et poursuivit sa route tranquillement. Une autre nuit, le djinn apparut sous l'aspect d'un âne, pourvu de très longues oreilles. Il se mit à suivre opiniâtrement l'oncle, faisant le pitre, tantôt aboyant, tantôt miaulant. L'oncle le laissa faire un moment, le saisit par les oreilles et les lui frotta vigoureusement l'une contre l'autre en le traitant d'imbécile. Mais l'histoire la plus extraordinaire des démêlés de mon oncle avec les djinns est celle du chien noir. L'oncle avait un chien noir qui était chien le jour et djinn la nuit. Dès que la nuit tombait, il se transformait en cavalier et montait la jument qui se reposait dans une écurie extérieure. Il passait sa soirée à galoper le long de l'Oued. La jument maigrissait à vue d'œil, et l'oncle, qui ne comprenait pas de quel mal elle souffrait, alla prendre conseil auprès d'un sage, qui lui révéla la chose et lui indiqua la façon de se débarrasser de l'intrus. Il fallait procéder avec douceur. Prête-moi ta plume.
انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل المرة لا لا بزاف على درويش انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل المرة لا لا بزاف على درويش انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل المرة لا لا بزاف على درويش ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا ملكش ليك ما تليقي ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي نية باقي ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا ملكش ليك ما تليقي ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي نية بغاش قلبك يفيق ما شديتيش معايا الطريق عمري فيك منطيق حسن ليك بعد عليا راه ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات الساعة بانو إلا تحكمتي فيا انتي واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا ملكش ليك ما تليقي ليا بزاف انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل المرة لا لا بزاف على درويش. De retour à la maison, l'oncle demanda à sa femme de préparer un grand plat de rfis, un rfis succulent. Quand le rfis fut apprêté, l'oncle héla le chien noir et lui présenta le plat sous les yeux ronds de surprise de sa femme. Le chien lapa gloutonnement le mets et l'oncle lui tint solennellement ce langage. « Toi qui revêts l'apparence d'un chien noir, je sais qui tu es. Tu appartiens à la maudite engeance d'Iblis. La nuit tu cavales sur le dos de ma jument. Maintenant que j'ai partagé avec toi le sel et le pain, je te conjure par la loi d'Allah et de son prophète de quitter ma demeure. Ta place n'est plus avec les humains.
retourne au feu éternel et restes-y par la loi d'Allah. » L'oncle montra la porte et le chien noir disparut à jamais. Comme souvenir de cet oncle hors du commun, dont la vie ressemblait à un conte, nous n'avions qu'un cure-oreille d'argent que ma mère gardait jalousement au fond de son coffre personnel comme un objet fabuleux. Prête-moi ta plume. نهديلك قلبي درتي وما شفتي ليا وردة حمرا في يدي وانتي هاربة عليا. جيت نهديلك قلبي درتي وما شفتي ليا وردة حمرا في يدي وانتي هاربة عليا. شعرك مطلوق طويلة وخدودك وردية عاجبك مسطري براكي تشوفي ليا. انا غابت شمسي ما طلت عليا غابت نجمة سهري سلطان الحب ما شاف ليا. انا غابت شمسي ما طلت عليا غابت نجمة سهري سلطان الحب ما شاف ليا. قلتي لي الحب مات ببقى عشق في هاد الدنيا شمعة في قلبي طفات قلتي لي كيا لا كيا. قلتي لي الحب مات ببقى عشق في هاد الدنيا مات في قلبي قدات قلتي لي كيا لا كيا. نهديك ورقة بيضا وسطور انتيا كتبيها ونعيشو حكايتنا كر من قيسو ليلة بتاعت زمان. نعيشو حكايتنا كر من قيسو ليلة في داك زمان 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 في داك زمان. بان القمر في سود الليل جميع الناس معمية زوريني في منامي تسالي عليا. يبان القمر في سود الليل جميع الناس معمية زوريني في منامي تسالي عليا. تعرفيني نهواك وانتي تميلي ليا بتمني نكون حداك كل ما نفتح عينيا بتمني نكون حداك كل ما نفتح عينيا. انا غابت شمسي ما طلت عليا غابت نجمة سهري سلطان الحب ما شاف ليا. انا غابت شمسي ما طلت عليا غابت نجمة سهري سلطان الحب ما شاف ليا. ونعيشو حكايتنا كر من قيسو ليلة في داك زمان. Ma mère fut en premier lieu fiancée à l'un de ses cousins. Le mariage consanguin était privilégié au douar. Une cousine, c'est moins cher qu'une étrangère. Elle sait supporter la misère, elle en a l'habitude.
Les fiancés étaient encore à l'âge des billes et de la dinette. Les parents, seuls aptes à décider, n'attendaient que les 12 ans de la fille pour les autoriser à jouer au papa et à la maman. Tandis que se déroulaient les tractations matrimoniales, ma mère jouait encore avec ses cousines dans le ruisseau. Elle n'était même pas nubile, peut-être. « Elle est un peu maigrichonne, hein, a dit la future belle-mère en lui tâtant les avant-bras et les mollets. « Mais dites-moi, sait-elle traire les biques, baratter le lait, tirer le beurre, pétrir la galette et rouler le couscous? Le travail de la laine, le possède-t-elle? Et est-ce qu'elle a la langue pendue? Et est-ce qu'elle est gourmande? Je la veux travailleuse et exempte de vices. Si elle a des tendances malsaines, je les lui ferai passer. Vous permettez? » Ma mère n'épousa pas, comme prévu, son cousin. Elle l'avait si durement traité un jour qu'elle l'avait surpris en flagrant délit de chapardage dans le jardin de ses parents, qu'il renonça à la prendre pour femme, faisant 3 fois le serment sur le sein de sa mère. Des oncles à barbe blanche intercédèrent pour le faire revenir sur sa regrettable décision, invoquant le NIF, mais le fiancé, froissé dans son amour-propre, tint bon. « Mes oncles, je vous respecte comme mon père, mais je ne peux pas vous suivre sur cette pente. Si aujourd'hui cette fille m'insulte, que ne me dira-t-elle pas demain lorsqu'elle sera à mon cou? Non, mes oncles, cette gamine a la langue plus coupante que le fil du rasoir, et moi, je ne sais pas bien me défendre, elle me bouffera au cru. Je renonce à elle. La terre du bon Dieu est vaste, qu'elle aille son chemin et moi le mien. » C'est ainsi que ma mère ne resta pas au douar comme bon nombre de ses cousines. Celui qui, en fin de compte, devint son mari, habitait à 5 kilomètres en amont de l'Oued. Prête-moi ta plume.
Moi au-dessus de la moyenne, la criminelle ou la mondaine, je ne suis rien de plus à tes yeux. Merci. Je t'imagine, le jour de ton mariage, fille impubère, fruit vert que des dents carnassières s'apprêtent à déchiqueter au son du tam-tam creux et du barouda blanc. Comme tu n'avais pas de mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine se sont empressées autour de toi, t'entourant de leur sollicitude, et tu étais heureuse. On te badigeonna de henné les pieds et les mains, on te souligna les sourcils de Herkis, on te passa les yeux en l'antimoine pour leur donner plus d'éclat, on te mit un doute de carmin sur chaque joue, un doigt de rouge sur les lèvres, on te tressa dans le dos de longues nattes nouées avec des rubans couleur de feu, on te passa aux oreilles et aux poignets quelques bijoux de pacotille qui brillaient comme de l'argent, et on te chaussa les pieds de souliers à rosettes, toi qui, pour ainsi dire, n'en avais jamais porté, avec ou sans rosette. Tu étais jolie comme une perdrix. Tes cousines mariées n'ont pas arrêté de te prodiguer des conseils de conduite. Garde-toi bien de céder hâtivement comme une buse. Tu as toute la nuit devant toi. Fais le marché, résiste, joue la panique, jusqu'à ce qu'il les allonge. Passez cette nuit, ma petite, tu ne vaudras pas un sordé. Tu seras comme nous toutes, une marchandise avariée, sans prix. Enfin, on te couvrit de pied en cap d'un voile immaculé. On te serra autour de la tête en guise de couronne un foulard rouge. Puis des mains mâles, vigoureuses, te prirent par la taille et te déposèrent sur le dos d'une mule somptueusement bâtée. Pour que tes pieds puissent atteindre les étriers, on dut raccourcir de plusieurs crans la sangle. Les accompagnateurs, tous également à dos de mule, arboraient de hauts turbans, véritables tours blanches. Il y en avait qui, la mine fière, portaient des fusils en bandoulière. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume.